Bienvenue à Micro-Info. Cette semaine, nous allons faire le point sur les technologies de Bell et de Vidéotron en ce qui concerne la connectivité sur Internet. Nous vous présentons à l'instant un reportage que nous avons réalisé au marché international du multimédia de Montréal il y a 2 semaines. Au marché international multimédia de Montréal, nous en avons profité pour faire la comparaison à l'accès Internet entre les services de Vidéotron et de Bell Canada. Nous regardons ça à l'instant. Alors, je me trouve présentement avec M. Pierre Savignac de Vidéotron qui va nous expliquer comment fonctionne l'Internet par le câble. Monsieur Savignac, comment on utilise justement Vidéotron avec le câble pour aller sur Internet? Eh bien, Vidéotron a développé un service Internet sur le câble qui permet d'utiliser le câble de télévision pour se connecter sur l'ordinateur, sur l'Internet. Et on a un avantage de performance très grand. On a une vitesse qui est de 10 à 100 fois plus rapide que l'accès Internet sur le téléphone. Par rapport à un 28 800 baud, est-ce que vraiment la vitesse va beaucoup paraître à un utilisager normal qui va justement downloader une image ou une vidéo sur Internet? Oui, définitivement. C'est surtout dans ce genre de contexte-là qu'on va voir la différence, parce que de 10 à 100 fois plus rapide, ça fait toute la différence du monde quand il est question d'aller chercher un fichier qui est une séquence vidéo, par exemple, ou une séquence de son, puisque avec un modem téléphonique, on parle de plusieurs minutes pour aller chercher une image. Par rapport à des secondes là, avec Vidéotron. Voilà, avec Vidéotron, c'est une seconde. Un exemple typique, par exemple, c'est un fichier de la NASA, une séquence vidéo du lancement de la navette spatiale qui peut prendre 45 minutes à télécharger avec un modem téléphonique. Eh bien, on peut le faire, nous, en l'espace d'une trentaine de secondes. Okay. Est-ce que c'est très dispendieux d'utiliser Vidéotron comme serveur Internet? Non, c'est définitivement moins cher que le RNIS, par exemple, ou le ISDN de Bell, si vous préférez. Les tarifs sont de l'ordre de 34,95 $ pour le modem câble et l'accès Internet. En plus de ça, on ajoute un 15 $ pour la location du modem câble. Est-ce que ce modem-là pourrait être acheté par un utilisateur? Éventuellement, on prévoit l'automne prochain offrir ce modem-là en vente. Et on parle d'une pièce assez coûteuse. On parle d'un modem qui est de l'ordre de 800 $. Alors à 15 $, Vidéotron a voulu faire une offre qui soit attrayante là, pour convaincre les gens de joindre son service Internet. Présentement, pour nos téléspectateurs qui sont à Québec, le service n'est pas encore disponible à Québec. Quand est-ce que le service va sortir à Québec et qu'est-ce qui va être disponible quand ça va sortir? Effectivement, à l'heure actuelle, le déploiement du service dépend de la modernisation du réseau de Vidéotron. C'est surtout à Montréal qu'on a fait un déploiement du service Internet à l'heure actuelle. Ce qu'on prévoit, c'est que dès décembre 1996, on aura à ce moment-là la technologie hybride, c'est-à-dire une technologie un petit peu différente, là, mais qui utilise quand même le câble comme moyen de communication. Et cette technologie hybride nous permettra d'offrir dans la ville de Québec à des milliers d'usagers et à des milliers de foyers le service Internet de Vidéotron. Alors, je me trouve avec Stéphane Dagenet de Bell Canada. Il va nous expliquer c'est quoi aujourd'hui les liens RNIS. Stéphane, peux-tu nous expliquer c'est quoi les liens RNIS? Oui, les liens RNIS, c'est des liens à haute vitesse. Donc, pour aller plus vite avec une ligne de téléphone, pour faire de l'informatique, de la transmission de data. La majorité des gens servent des lignes résidentielles avec des modems 14004 ou 28008. Les liens RNIS sont faits avec des genres de modems numériques pour aller jusqu'à 64 000K ou jusqu'à 128 000K. Est-ce que vraiment le lien est beaucoup plus rapide qu'un lien 28008 qu'un usager normal utiliserait sur Internet? Oui, absolument, parce que qu'est-ce qui arrive avec le lien 14004 ou 28008? Le problème, c'est que vu qu'une ligne de téléphone n'est pas faite pour faire de la transmission de data, vous perdez de la vitesse automatiquement en ayant un modem 144 ou 28008. Donc, un modem 28008, des fois, va baisser à 19006 ou peu importe le trafic qu'il y a sur la ligne. Tandis qu'avec un modem spécial qui va à 64K ou à 128K, il n'y a pas de problème, vous atteignez vraiment votre vitesse. Pourvu qu'à l'autre bout, ça soit muni de la même vitesse. On va faire un test ici avec la page justement de Micro-Info. Alors, on va tester justement la vitesse. Alors, ici, on charge la page de Micro-Info. On voit qu'on est déjà rendu dans la section archives. On va maintenant aller dans la section archives, qui est une section qui est assez grande à downloader. Et on voit que la page, présentement, est en train de downloader. Présentement, le service est disponible dans quelle région du Québec? C'est disponible un peu partout dans le Québec. C'est juste d'appeler justement les fournisseurs RNIS, qui serait Bell Canada, pour faire vérifier si c'est disponible dans le secteur dédié, là, que la personne va avoir son service RNIS. Mais on dessert plus que 90% de la province
pour le moment. Éventuellement, toute la province va être desservie au complet. Et une fois qu'on a notre lien RNIS, tout ce qu'on a à faire, c'est de se connecter avec un serveur normal. Est-ce que Bell offre aussi le service de serveur? Oui, absolument. Avec une de nos filiales, qui est la filiale de Sympatico, on offre, oui, le lien RNIS et il n'y a pas de coût supplémentaire. Le gros avantage avec la ligne de téléphone, c'est qu'on est seul sur notre lien. Donc, quand on va à une certaine vitesse, on ne baisse pas de vitesse. On reste vraiment à notre vitesse parce que notre ligne de téléphone nous appartient. Donc, s'il y a beaucoup de gens, le lien ne ralentira pas? Absolument pas, non. Est-ce que c'est dispendieux d'avoir un lien RNIS à la maison? Non, pas du tout. Pour les gens qui ont une ligne de téléphone ordinaire et qui utilisent une deuxième ligne pour un modem, le prix revient quasiment au même. Pour les liens RNIS, on parle aux alentours d'une cinquantaine de dollars pour avoir 2 liens RNIS. Ça veut dire 2 lignes de téléphone. Donc, une ligne pour pouvoir faire la transmission de data et l'autre ligne pour pouvoir parler. Ou, avec des modems spéciaux, on peut prendre les 2 liens RNIS, les coller ensemble pour faire du 128K, ce qui est très, très vite. Est-ce qu'on a des coûts rattachés à l'utilisation d'un modem RNIS le jour? Durant la journée, oui. Entre 7 h le matin et 7 h le soir, on parle d'1 $ de l'heure pour l'utilisation par canal. Si vous l'utilisez après 7 h le soir jusqu'à 7 h le lendemain matin ou la fin de semaine, il n'y a aucun frais. Donc, pour la majorité des gens résidentiels qui travaillent durant la journée, en soirée et en fin de semaine, il n'y a pas de problème, ils peuvent s'amuser puis il n'y a pas aucun frais, à part le 50 $ environ des liens RNIS. Monsieur Dagenet, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Luc, on est de retour du MIM, le marché international multimédia, où tu as rencontré Bell et Vidéotron. Qu'est-ce que tu as retenu de leur technologie RNIS et modem câble? Bien, avec Bell Canada, le service qu'on a à RNIS, c'est un service qui est très stable et très fiable. Donc, les gens qui vont être sur ce service-là sont seuls sur la ligne et c'est très, très stable d'utilisation. Peut-être un petit hic, ça revient cher d'utilisation à long terme. Donc, les gens qui vont utiliser ce service, on peut attendre jusqu'à environ 100 $ par mois d'utilisation avec tous les frais de ligne, les frais de service, le temps de l'heure du jour. Alors, il y a beaucoup de frais de reliés à ça. Par contre, le service est fiable et c'est beaucoup plus rapide qu'un lien 28800. Par rapport à Vidéotron, le lien Vidéotron est beaucoup plus rapide. On est allé à un moment donné jusqu'à 89 K par seconde, ce qui est très rapide en download. Et 15 minutes plus tard, on était rendu à 20 K par seconde. Donc, le système est un petit peu moins stable, mais par contre, la vitesse est très, très, très élevée. Probablement qu'il va y avoir des améliorations bientôt. Il nous reste à voir qu'est-ce que Vidéotron va pouvoir offrir à ce niveau-là, mais présentement, le service est très rapide et c'est vraiment surtout pas dispendieux. Donc, monsieur tout le monde va pouvoir utiliser ce service-là très, très, très facilement. Justement, plus tard dans l'émission, on va vous présenter une entrevue avec Benoît Guérin qui va nous parler de la réponse de Bell à Vidéotron, c'est-à-dire le LNPA. C'est une technologie semblable au modem câble. Merci, Luc. Bonjour Ghislain. Bonjour François. Aujourd'hui, on parle d'un outil dans Windows 95 qui est très méconnu, c'est le porte-document. Oui, c'est ça. Quelle est son utilité? L'utilité du porte-document, c'est qu'il va nous permettre, lorsqu'on fait l'utilisation de plusieurs ordinateurs, de faire la gestion des documents qui sont utilisés sur les 2 ordinateurs. Je donne un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, au bureau, utilise un ordinateur de table et qui a à faire de la route et qui transporte un portable. Donc, on a souvent à échanger des documents entre les ordinateurs. Donc, le porte-document va devenir très utile pour faire la gestion des documents. Et où est-ce qu'il se situe, le porte-document, dans Windows? En général, le porte-document va se retrouver directement sur le bureau. Ça se peut qu'il ne soit pas là. Si jamais il n'est pas là, probablement qu'il n'a pas été installé. Donc, comme on a vu dans une émission antérieure, il y a possibilité d'ajouter des composantes de Windows en les réinstallant. Comment fonctionne-t-il concrètement? C'est très simple. Si on regarde ici, on a le porte-document. Ce qu'il faut faire au préalable, c'est, je l'ai ouvert en faisant un double-clic, on regarde ici, il y a déjà des dossiers qui sont à l'intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre la copie de l'original et tout simplement de faire glisser la copie de l'original sur le porte-document. Et à partir de ce moment-là, le porte-document devient un dossier que je peux transporter. Comment on fait un changement dans le porte-document? Alors, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on part en voyage ou qu'on part en fait du bureau à la maison, on prend le porte-document et on le met soit sur disquette ou directement sur le portable. Lorsqu'on arrive sur le 2e ordinateur, tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser directement les documents dans le porte-document. Donc, si je prends un document ici qui a été fait avec Word, je fais un double-clic dessus pour l'ouvrir. Et là, ce que je fais, c'est que je peux travailler directement sur le document. Je vais apporter des changements quelconques. Et un coup que ça c'est fait, je peux les sauvegarder.
On doit pouvoir faire la mise à jour de notre porte-document? Oui, c'est en fait l'avantage. Je vais ici fermer mon programme Word. Ce qui est intéressant avec le porte-document, c'est que par la suite, lorsque ma fenêtre de porte-document est ouverte, je peux aller ici dans le menu porte-document et demander soit de tout mettre à jour, ça veut dire que tous les documents qui sont inclus dans la fenêtre seront mis à jour, ou je peux en sélectionner quelques-uns et demander de mettre à jour la sélection seulement. Donc ici, on va mettre à jour seulement que la sélection. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut arriver deux choses en fait. Le document peut être mis à jour directement, ou s'il y en a plusieurs, il peut arriver une fenêtre dans laquelle il va nous demander qu'est-ce qu'on fait avec chacun. On peut le mettre à jour sur notre disquette? Oui, on peut le mettre à jour sur notre disquette, on peut le mettre à jour sur notre disque rigide. Ce qui est intéressant, c'est qu'il retrace l'original et il fait la comparaison pour savoir lequel est le plus récent. Mais comment on fait pour savoir qu'un document a été mis à jour? Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller directement dans le porte-document, puisque directement en regardant l'icône, c'est impossible de le savoir. Donc, je sélectionne le document en question et je peux aller dans les propriétés, donc avec le bouton droit de la souris, choisir les propriétés du document. Et directement derrière, le dernier onglet s'appelle État de mise à jour. Donc ici, on me dit que ce dossier en fait a été mis à jour. Et si jamais il ne l'avait pas été, tout simplement, j'aurais eu un message qui me l'aurait dit. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs porte-documents? Oui, plusieurs porte-documents sont disponibles. Tout ce qu'on a à faire, François, comme un porte-document est classé comme un dossier, si je me place sur le bureau ou en fait dans n'importe quelle fenêtre, bouton droit de la souris, je peux créer un nouveau. Et dans la liste, j'ai porte-document. Donc, je peux avoir un porte-document pour François, pour Ghislain, etc., pour chaque personne là, qui utilise l'ordinateur. La semaine prochaine, on parle de quoi? On va parler des propriétés d'affichage pour les fenêtres et aussi pour le bureau. Merci, Ghislain. À la semaine prochaine. On retrouve Yves dans quelques instants qui va nous présenter sa sélection de jeux hebdomadaires. Bonjour Yves. Bonjour. On commence aujourd'hui avec un jeu de baseball. Oui, il s'agit de Frank Thomas Big Earth Baseball par la compagnie Acclaim. C'est un jeu de baseball, évidemment, qui comporte 6 modes de jeu, dont le mode exhibition, où on peut jouer 1 ou 2 joueurs. On choisit notre équipe et on choisit le stade dans lequel on veut évoluer. Alors, on a un mode de saison, où on choisit encore là une équipe. On choisit la durée de la saison. La saison peut être de 26, 52 ou même 162 matchs, donc une saison complète. Puis on a une rotation de 5 lanceurs partants qui peuvent lancer seulement une fois tous les 5 jours. Okay, il y a aussi un mode de série éliminatoire où la première série c'est un 3 de 5, puis les deux dernières c'est des 4 de 7. On choisit à ce moment-là, on choisit l'équipe qu'on veut utiliser ou on a un choix qui se fait de façon aléatoire. On a aussi un mode où on peut jouer la partie des étoiles seulement. À ce moment-là, on a les meilleurs joueurs des deux ligues qui s'affrontent. On a aussi un concours de coups de circuit. Ça, c'est assez spécial. C'est rare qu'on trouve ça dans les jeux. Comment ça fonctionne? C'est qu'on a 3 rondes. Il y a jusqu'à 10 frappeurs qui peuvent y participer. La première ronde, chaque joueur frappe jusqu'à 10 ou 30 retraits selon les paramètres qu'on établit. La deuxième ronde, il y a seulement les 4 frappeurs qui ont cogné le plus de circuits qui vont y participer. Puis la troisième ronde, il y a seulement les 2 frappeurs qui en ont frappé le plus qui vont participer. On a aussi un mode de pratique au bâton où on frappe des balles jusqu'à temps qu'on soit tanné, dans le fond. Les gens aiment d'habitude dans les jeux de baseball qu'on joue avec les vrais joueurs de la Ligue. Est-ce que c'est le cas ici? Oui, c'est le cas, effectivement. Puis on retrouve plus de 700 joueurs des Ligues majeures. On a même un commentateur qui appelle les noms des joueurs au fur et à mesure qu'ils se présentent au bâton. On a des graphiques très intéressants. Des scènes digitalisées assez intéressantes également. Tu as une tonne d'angles de caméra qui sont disponibles, puis tu as le son en tant que tel est d'une qualité assez intéressante également. En conclusion? En conclusion, moi je pense que si les gens veulent un jeu d'action avec beaucoup d'ambiance, Frank Thomas Big Earth Baseball est un excellent jeu. Mais par contre, s'ils recherchent quelque chose qui ressemble plus à une simulation, où on a un côté managérial, là, comme on devrait plutôt aller du côté de Hardball 5, ou attendre le Front Page Sport Baseball 96 qu'on va évaluer sous peu. On change maintenant complètement d'univers pour parler d'un jeu de stratégie. Oui, évidemment, complètement d'univers. On parle d'un jeu qui s'appelle Pacific Theater of Operations numéro 2 par la compagnie Koei. C'est un jeu de simulation stratégique se déroulant en 1941 sur l'océan Pacifique. Les Japonais arrivent à l'horizon. L'attaque de Pearl Harbor marque le début de la Deuxième Guerre mondiale. On peut commander les mitrailleurs du USS Missouri, lancer une attaque dévastatrice d'avions japonais ou prendre d'assaut les plages de Okinawa, des Indes ou de l'Australie.
On peut jouer une des 3 campagnes complètes ou seulement un des 7 petits scénarios qui sont offerts à nous. Puis on peut sélectionner nous-mêmes nos propres conditions de victoire ou les niveaux de difficulté afin de réaliser le jeu. On peut contrôler quel type de vaisseau et d'armement? Bon, il y en a beaucoup qu'on peut contrôler dans le jeu, François. On peut choisir à partir des 120 navires de guerre qui sont disponibles, des 60 avions chasseurs et bombardiers, des 20 sous-marins et des 10 sortes de tanks qui sont offerts à nous. On se trouve à commander nos forces à partir d'une des 70 bases qui sont situées tout autour du globe. On peut également intercepter et déchiffrer des messages ennemis à partir d'appareils technologiquement avancés. Il y a également aussi des biographies de héros légendaires là, qui sont inclus à l'intérieur. C'est un jeu qu'on peut jouer à 1 ou 2 joueurs sur le même ordinateur. On change encore d'univers pour parler de jeux de cartes. Complètement, oui. En ce moment-là, on parle de Oil Solitaire par la compagnie Sierra. C'est un jeu de cartes, plus précisément des jeux de solitaire. Il y a 28 sortes de jeux, dont le Klondike, Poker Square, Pyramide, Fortress, Canfield, le golf et le bowling. Il y a un tutoriel à l'intérieur du jeu qui permet d'apprendre aisément chacun de ces jeux. Puis je trouve que c'est un bon jeu en tant que tel pour relaxer à la maison. Plus rapidement, on va parler d'une petite compilation. Oui, la compilation de Quest for Glory Anthology, qui est par Sierra également. Il s'agit de 4 célèbres jeux d'aventure qui ont été regroupés dans un emballage. Il s'agit des 4 premiers Quest for Glory. Et on te remercie. On se revoit la semaine prochaine. Salut. On se revoit dans quelques instants. Je suis au Centre NAD à Montréal. Je vais m'entretenir avec Jean-François William. Nous allons parler de formation en animation et en design. Monsieur William, le Centre NAD, qu'est-ce que c'est? Alors, le Centre NAD est une excroissance du Cégep de Jonquière. Ça fait 4 ans qu'on est à Montréal, dans le building de Softimage sur Saint-Laurent, et on donne le cours de Softimage, de training, même jusqu'au training officiel de Microsoft pour Softimage depuis 4 ans. Et on commence en septembre la nouvelle école de jeux vidéo. NAD, c'est pourquoi? Le Centre NAD, c'est le Centre national d'animation et de design. Et en septembre, vous avez un nouveau cours sur les jeux vidéo. Pouvez-vous nous en parler un peu? Alors, l'an passé, l'industrie du jeu vidéo totalisait des 15 milliards de dollars comparé à Hollywood, qui était 11 milliards. Donc, c'est déjà un marché immense. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, probablement, il n'y a pas d'école pour adresser un marché aussi grand que ça. Alors, on a décidé de passer à l'action. Et on a monté ce cours-là qui va commencer en septembre. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre dans un cours comme ça? De A à Z, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se spécialiser au niveau du design, mais on va aussi offrir des options. Alors, il va y avoir une option infographie, une option programmation. Donc, on va couvrir les élèves qui vont se spécialiser en infographie, vont apprendre Softimage, Alias, le design de jeu. Et ceux qui s'en vont en programmation vont apprendre le C++, l'assembleur et évidemment tout ce qu'il y a de rattaché au jeu. On va spécialiser sur la plateforme PC, mais aussi dans les 2 dernières sessions, il va y avoir un cours de développement pour console et on va adresser Sony, Sega et le prochain Nintendo 64 qui va sortir bientôt. Vous êtes affilié avec l'Institut d'informatique de Québec. Est-ce qu'on va pouvoir suivre ce cours-là à Québec éventuellement? Alors, j'ai rencontré les gens de Québec au MIM en fin de semaine et ils étaient bien excités. Je pense que ça va se faire, oui, en effet. Sur quel type de station on travaille ici? Alors, tout le côté infographique va se faire sur du Silicon Graphic, les Indie, et la programmation va se faire sur des PC à base Intel NT. C'est quoi les prérequis que vous demandez pour ce cours-là? Est-ce qu'on doit être une bonne en informatique? Ça aide. Je pense qu'on va surtout demander du talent. Alors, les applications qu'on a reçues à date, ça va au petit maniaque de 14 ans dans sa cave qui en fait déjà, qui est online 24 heures par jour, qui joue à Doom, à l'ingénieur de CAE qui s'ennuie un peu. Alors, c'est vraiment très large l'éventail. On va y aller. Il faut que vous veniez et nous convainquiez qu'on ne peut pas se passer de vous. C'est à peu près le même principe que pour les cours de Softimage. Il y a beaucoup de monde qui font application et tout le monde passe un après l'autre devant les professeurs et c'est les professeurs qui décident qui va participer. Combien de temps peut durer une formation?
Alors, on va donner l'option d'1 an ou 2 ans. Alors, c'est le même cours, sauf que le cours d'1 an, évidemment, on va vraiment battre les élèves jusqu'à temps qu'ils pleurent, là. Tandis que le cours de 2 ans, il va avoir beaucoup plus de temps d'accès aux machines. Donc, c'est un choix plus ou moins philosophique, là. Mais les deux options vont être offertes, là. Que la formation, on peut parler de combien environ en investissement? Est-ce que c'est dispendieux? Alors, oui, c'est dispendieux. Les sessions vont être de 5 000 $ pour 1 an, 4 sessions, et pour le programme de 2 ans, c'est 6 500 $. Mais un des avantages de l'école ici, c'est qu'on est ouvert 24 heures par jour, 365 jours par année, donc on conseille d'amener le sleeping bag et un petit peu de camp dans le coin pour cuire les saucisses. Lorsqu'on va avoir terminé ce cours-là, qu'est-ce qu'on peut espérer comme emploi? Bien, j'ai monté un petit document que je montre à ceux qui me posent ces questions-là. Dans les magazines spécialisés comme Next Generation ou The Edge en Angleterre, il y a page après page après page de demandes d'emploi pour les grosses compagnies, que ce soit Sony, Interactive, Digital Domain. Tout le monde cherche des gens qui sont spécialisés dans le travail de jeux vidéo. Et bonne nouvelle, à Montréal, ça commence à bouger sérieusement. Il y a des compagnies, ça va de Behavior à Buzz, à Big Bang, Enzyme, qui pensent sérieusement et qui ont déjà commencé d'ailleurs à monter des jeux vidéo. Donc, ça va suivre probablement le même dynamique, c'est-à-dire de ce qui est arrivé avec l'école de 3D. Au début, quand les études de marché ont été faites pour le 3D, il y avait de la place pour 11 infographes à Montréal. Et ça fait 4 ans qu'on sort 36 infographes par année et tout le monde travaille. Monsieur William, je vous remercie. Merci, au revoir. Je suis avec Benoît Guérin qui va nous parler de connectivité aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour François. À l'Unit 96, Bell a présenté un nouveau projet d'étude. Quel est ce projet? C'est un projet pour améliorer la vitesse de téléchargement de l'information quand on accède à Internet. On appelle ça le système LNPA. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un système qui utilise ce qui est la plus grande richesse de Bell, c'est-à-dire les fils de cuivre. C'est un peu la réponse de Bell à Vidéotron, si je ne me trompe pas? C'est la réponse de Bell à Vidéotron en moins rapide, puisqu'on parle de 1,5 million de bits par seconde. Tandis que Vidéotron, c'était 10 millions de bits par seconde? C'est ça. Quand est-ce que sera disponible cette technologie, bien sûr? Bien, pour l'instant, on parle d'une étude qui va commencer le 16 septembre 1996 à Saint-Bruno, dans la région de Montréal, et à Canada, en Ontario. Ça ressemble un peu à Vidéotron, parce que Vidéotron, leur projet là, de 10 millions de bits par seconde, c'est pas pour tout de suite de toute manière, c'est pour plus tard. Bien, en fait, ce que j'ai l'impression, moi, c'est que présentement, il y a une lutte pour s'approprier le marché, et c'est à qui va arriver le premier pour établir son image. Pourquoi Bell s'est lancé dans cette compétition, justement? Bell, parce que Bell n'a pas le choix. Son cheval de bataille, c'est la communication, la téléphonie, et puis éventuellement, ils veulent aussi, il ne faut pas se le cacher, offrir le service de câble, le service de télé, mais via la ligne téléphonique. Donc Bell pourrait rentrer directement dans le marché Vidéotron en s'appropriant le câble? Ah, c'est une concurrence directe. On ne sait pas qui va mieux s'en sortir, si on veut, mais il va y avoir des pleurs et des grincements de dents avant longtemps, j'ai l'impression. Le système LNPA, comment ça marche exactement? LNPA, ça veut dire ligne numérique à paire asymétrique, pardon. Le système est simple, c'est 2 modems qui sont situés, un à la maison et l'autre au nœud d'accès du système numérique chez Bell, et qui permettent de transformer le câble, la transmission qui est normalement analogique via le câble de cuivre, en transmission digitale, numérique. Relativement simple, les 2 modems vont transformer l'unique canal en 3 canaux. Un canal de sortie qui est à 1,5 million de bits par seconde, un canal d'entrée qui va jouer autour de 64 à 640 kilobits par seconde. Cette technologie-là, on entend parler beaucoup plus maintenant. Avant, on se connectait en modem en 28 800 ou en 14 400. Maintenant, on parle de millions de bits. Est-ce que on va vraiment à cette vitesse-là sur Internet? Parce que j'ai entendu dire qu'on ne va pas nécessairement à cette vitesse-là. Bien, effectivement, on dépend toujours sur un réseau. On a beau avoir, par exemple, un lien à 10 millions de bits par seconde pour sortir de chez soi jusqu'à notre fournisseur. Reste que si on se branche en Australie sur un site dont le serveur est branché sur le réseau Internet à 28
à 28 kilobits par seconde. C'est ça, merci. Eh bien, on va recevoir l'information à cette vitesse-là. Donc, si je vais voir une page web qui est sur un serveur en 28800 baud, je vais aller en 28800 baud. Donc, même si je suis à 10 mégabits seconde, je vais recevoir l'information à la sortie et à l'entrée à 28 000 C'est ça. En fait, on dépend toujours de la partie du réseau la plus lente entre notre ordinateur et le site duquel on essaie de télécharger l'information. Est-ce qu'on peut espérer dans un avenir rapproché qu'on va vraiment aller à 10 millions de bits par seconde et plus? Oui, parce que un an sur Internet, c'est une éternité, en fait. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent changer, qui risquent de changer d'ici un an déjà. Et j'ai l'impression que sur quelques années, l'amélioration du réseau en général, puisque Internet est composé présentement de près de 100 000 réseaux à travers le monde, comme chacun a à faire l'entretien de sa partie de réseau, il y a une amélioration générale qui va se faire. Ça va prendre un certain temps, puisque certaines parties du réseau, en fait, ont plus de difficultés, question d'argent, question technique, à améliorer leur capacité de transfert d'informations. Mais reste qu'il y a une vague, si on veut, présentement, qui fait en sorte que le réseau devient de plus en plus performant. Qu'est-ce que le visionnaire du numérique, Nicolas Negroponte, a eu à dire sur cette technologie, les fils de cuivre, quelque chose? En fait, déjà, il y a quelques années, Nicolas Negroponte disait, et je cite, « On considère que les fils téléphoniques de cuivre, la paire torsadée, sont un canal à faible largeur de bande. Il n'en reste pas moins qu'en Amérique, il existe un réseau de lignes téléphoniques capable de transporter jusqu'à 6 millions de bits par seconde avec le modem approprié. » Et donc, le fil de cuivre est un peu comme la tortue de la fable. Il est lent, mais pas autant qu'on le croit. Et c'est quand même intéressant de voir les compagnies téléphoniques actuellement essayer d'optimiser, d'aller tirer le maximum de la richesse qu'ils ont déjà, c'est-à-dire les connexions de cuivre qui se rendent à tous les foyers. Benoît, on te remercie. Ben, ça m'a fait plaisir. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous rappelle que l'émission Micro-Info est en première diffusion le vendredi à 20h et en reprise toute la semaine. La semaine prochaine, exceptionnellement, nous aurons une émission d'1 heure en direct. Alors, préparez vos questions. Vous pouvez toujours envoyer vos questions sur notre répondeur téléphonique au 666-3484, de même que du courrier électronique. À la semaine prochaine.